remercier tous d'être venus jusqu'à nous ce matin, malgré les différents problèmes techniques qu'on peut avoir pour le moment. La raison pour laquelle Scania a souhaité faire ces forums transition énergétique, c'était pour deux raisons. La première, c'était pour prendre conscience et faire prendre conscience des défis que nous pouvons avoir, à la fois des défis sanitaires et des défis environnementaux qui sont les nôtres. Et ensuite, c'était pour voir aussi quelles étaient les initiatives qui étaient prises au niveau des régions pour pouvoir y faire face. Alors, la présentation se devait de vous montrer un petit peu quelques chiffres sur les défis sanitaires et les défis environnementaux pour les replacer. Le défi sanitaire, en gros, il faut s'imaginer que nous avons aujourd'hui la pollution atmosphérique et notamment la pollution due aux particules et aux NOx, en fait les polluants locaux, c'est 48 000 morts par an. À titre d'indicatif, le Covid aujourd'hui en France en a fait 44 000. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est que le Conseil d'État a condamné en juillet 2020 le gouvernement à une astreinte de 58 000 € par jour pour insuffisance de moyens de mise en œuvre dans 8 zones, particulièrement touchées par ces polluants locaux. Donc, en 2021, on devrait voir l'apparition de 10 ZFE en France. Le deuxième défi, c'est le défi environnemental. Le défi environnemental, c'est en fait ni plus ni moins que le respect des accords de Paris, à savoir la diminution la maîtrise de l'augmentation de la température à la surface de la Terre de plus 1,5 degré en 2050, ce qui veut dire clairement que tous les 10 ans, nous allons devoir réduire de 50% nos émissions de CO2. Et donc, pour ça, il y a plusieurs façons de le faire, et c'est ce sur quoi je souhaiterais pouvoir revenir dès que j'aurai remis la main sur la présentation. En tout état de cause, ces forums qui ont lieu dans plusieurs villes de France sont enregistrés. Vous pourrez retrouver le document de synthèse qui sera envoyé par la suite sur le site www.scania.fr/FTE, FTE pour Forum Transition Énergétique, et puis s'y trouvera aussi un replay. Nous diffuserons aussi évidemment sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Gilles Bosser, je suis donc directeur du marketing, de la communication et des affaires publiques à la Scania France. Et je me propose de faire un petit peu le tour de cette question du développement durable. Alors, juste pour revenir un petit peu sur les grandes tendances du monde aujourd'hui, il y en a trois, qui sont l'urbanisation, le développement durable et la digitalisation. Pour le milieu urbain, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, en 1950, c'était 751 millions de personnes à travers le monde qui habitaient les villes. Aujourd'hui, c'est un habitant sur deux, c'est-à-dire 4,2 milliards, et on pense qu'en 2050, ce seront 6,7 milliards d'habitants, c'est-à-dire 7 habitants sur 10. Le développement durable, ça on le sait, c'est une question qui est tout à fait prégnante aujourd'hui. Et la digitalisation, c'est elle aussi une des trois grandes tendances du monde actuel. Et dans nos activités, en fait, on trouve trois grandes tendances. C'est la connectivité des véhicules, l'électrification et l'autonomie des véhicules, donc les véhicules autonomes. Alors, je voulais vous montrer un graphique qui montrait en fait l'évolution des normes Euro. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le coût économique de la pollution de l'air s'est estimé à peu près à 3,5 milliards d'euros par an à Paris, c'est-à-dire à peu près 1 600 € par an et par habitant. Tous les véhicules que nous sortons aujourd'hui, que nous produisons, doivent être conformes à la norme Euro 6. Et la norme Euro 6, par rapport à la norme Euro 1, réduit les émissions de particules et de dioxyde d'azote de 95%. Et il faut savoir que passer de la norme Euro 5 à la norme Euro 6 nous a coûté, nous, en tant que constructeurs, 1 milliard d'euros de recherche et développement, et à chaque client, environ 10 000 € de plus par véhicule.
Ce qu'on peut noter quand même, c'est que depuis les années 1750, on a eu et ça j'avais un graphique qui pouvait vous le montrer, une augmentation absolument exponentielle, à la fois du CO2, du dioxyde de carbone, du méthane et aussi du protoxyde d'azote. Et ça, c'est dû directement à l'évolution et la révolution industrielle. Si on doit tenir, et pour pouvoir tenir les objectifs du GIEC de plus 1,5 degré à l'horizon 2050 de réchauffement climatique, il va falloir que dans nos pays industrialisés, nous réduisions de 80% les émissions de CO2. C'est-à-dire, en clair, il faudrait que nous arrivions à ce moment-là à un niveau d'émission de CO2 de l'ordre de ce que le Zimbabwe, par exemple, émet comme CO2 aujourd'hui. Ça veut dire qu'en gros, tous les 10 ans, il va falloir que nous réduisions de 50% notre empreinte carbone. Alors pour ça, il y a trois manières de le faire. Pardon. La première, c'est lutter pour l'efficacité énergétique, justement, par exemple, former à la conduite économique les véhicules, optimiser les spécifications des véhicules, optimiser les programmes de maintenance, par exemple. Ça, c'est un premier pilier. Le deuxième pilier, c'est des transports intelligents et sûrs. Par exemple, on connecte des véhicules. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 000 véhicules qui sont connectés en temps réel et qui, toutes les 10 minutes, renvoient dans un data lake des informations sur l'exploitation des véhicules qui nous permettent de savoir comment ils sont utilisés et pouvoir les développer en conséquence. On peut évidemment jouer sur la communication, sur le géofencing, sur le taux de remplissage des véhicules. Et puis le troisième axe, c'est celui des carburants alternatifs et de l'électrification. Et c'est ce dernier point que je vous propose de débattre aujourd'hui et d'aborder. Alors pour ça, nous avons quatre intervenants. Marie-Noëlle Battistel, vous êtes députée de l'Isère, vice-présidente de la commission des affaires publiques. Vous êtes bien là, Madame Battistel? Je suis là, je vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Émilie Lacroix, vous êtes directrice performance opérationnelle chez Transdev Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes bien là? Oui, bonjour, je suis là. Bonjour à tous. Parfait, merci beaucoup. Paul Vidal, vous êtes conseiller délégué au transport, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, président de la commission de la communauté de communes Est-Lyonnais, maire de Toussieux et aussi premier vice-président du CIDER. Le CIDER est le syndicat départemental d'énergie du Rhône. Vous êtes toujours avec nous, monsieur Le Vidal? Oui, je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et Rémi Berger, vous êtes directeur Axe Innové au CARA, le European Cluster for Mobility Solutions. Vous êtes bien avec nous? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci. Merci à vous. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un premier état des lieux des initiatives et des actions qui ont pu être prises dans les territoires en matière de transition énergétique au niveau des transports routiers et jusqu'à maintenant. Et puis, on peut peut-être déborder un petit peu sur les perspectives de l'avenir. Alors, j'avais une première question pour vous, Madame la députée. Vous avez été rapporteur sur l'application de la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, à peu près un an après sa promulgation, donc c'était le 24 décembre dernier, ça va faire pratiquement un an. Je voudrais vous demander quel est le premier bilan de cette loi et plus particulièrement sur les sujets de transition énergétique des transports routiers. Oui, peut-être tout d'abord vous remercier de votre invitation qui me donne l'occasion d'évoquer avec vous un peu le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du parcours de la loi. Donc le député vote les lois, mais aussi a une mission de contrôle et de s'assurer de la bonne mise en œuvre. Donc j'ai été nommée co-rapporteur avec trois de mes collègues, M. Fudjic, Mme Park et M. Sermier, sur l'application de la loi d'orientation des mobilités qui intervient
ces missions d'application qui interviennent un an après la promulgation de la loi et qui visent à faire un état des lieux d'avancement de la publication des textes réglementaires qui sont prévus dans la loi et des ordonnances également. Donc, et ensuite, 3 ans après la promulgation de la loi, il y a le rapport d'évaluation de la loi, donc ce sera dans 2 ans. Et là, effectivement, on mesurera les impacts positifs ou négatifs des mesures qui ont été prises dans la loi. Donc, pour ce qui se concerne ce premier rapport, le constat est loin d'être positif à ce stade, puisque lorsque nous avons remis notre rapport fin juillet, un grand nombre de mesures d'application prévues par la loi n'avaient toujours pas été édictées. À titre d'exemple, il y avait 138 mesures d'application qui étaient prévues explicitement par la loi, à l'exclusion des ordonnances. Et nous avons constaté que seulement 32 avaient été publiées et étaient rentrées en vigueur, 12 déjà applicables du fait de textes réglementaires préexistantes, 16 qui n'ont pas été publiées mais qui ont une entrée en vigueur différée prévue par la loi, et enfin 78 qui n'avaient pas été du tout publiées alors que les dispositions législatives qu'elles visent à appliquer sont déjà entrées en vigueur. Donc vous voyez qu'il est un peu difficile de faire un état des lieux très positif sur cette loi aujourd'hui, mais en tout cas, pour ce qui concerne la loi, elle se voulait évidemment ambitieuse en matière de transition énergétique sur les transports routiers, de manière à encourager les nouvelles mobilités peu ou non polluantes, en prévoyant, et vous en avez évidemment parlé dans votre introduction, de réduire les émissions de gaz à effet de serre avec un objectif de neutralité carbone des transports terrestres d'ici 2050, qui était donc inscrit dans la loi, et puis un accompagnement de ce dispositif qui était l'interdiction des ventes de voitures à énergie fossile carbonée d'ici 2040, un plan vélo, un déploiement de véhicules électriques et notamment des bornes, et puis le forfait mobilité durable et l'introduction des zones à faible émission dont vous avez également parlé. Donc, nous attendons un grand nombre de textes d'application aujourd'hui. On nous dit que cette publication a été reportée pour la grande majorité au 4e trimestre 2020. On voit qu'il s'achève et que probablement il ne serait remis qu'en 2021 du fait de la crise Covid, ce qui nous fait perdre un petit peu de temps à tous. Mais voilà un petit peu l'état de situation. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre première question, mais en tout cas, c'était pour vous préciser qu'à ce stade, il manquait encore beaucoup de décrets, et une loi, même si elle est formidable, s'il n'y a pas de décret d'application, elle est totalement inopérante. D'accord. Merci pour ces précisions, et c'est des précisions qui étaient nécessaires parce qu'effectivement, on a beaucoup entendu parler de la loi d'orientation des mobilités, de la mobilité, et c'est vrai qu'on s'attendait à une application peut-être ambitieuse. Monsieur Vidal, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle met en œuvre évidemment la transition énergétique dans les transports. Vous avez les mêmes contraintes sur la qualité de l'air qui sont de plus en plus évidemment contraignantes. Comment est-ce que dans votre région, vous accompagnez les transporteurs dans ces mutations ? Alors, déjà, quelques précisions. Depuis début 2018, donc, nous sommes devenus autorité organisatrice. Donc, c'est 5000 véhicules, 4000 autocars et 1 millier de véhicules de plus petite capacité qui circulent tous les jours sur notre région. Donc, nous avons tout de suite pris l'initiative, et en ciblant les zones particulièrement polluées, et on a choisi la vallée de l'Arve pour faire notre première expérimentation et positionner la ligne d'autocar qui fait Belleville-Chamonix au GNV. On s'est aperçu tout de suite que c'était, en étant une première, on avait des marchés qui étaient supérieurs de 30% à ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc, la transition énergétique a un prix, mais à ce prix-là, elle était devenue quasi insoutenable. Donc, il y avait peu de constructeurs qui avaient des autocars GNV, il
il y avait peu de transporteurs qui étaient équipés avec des stations pour le carburant. Mais tout ça, petit à petit, s'est mis en place. Et il est du rôle de la collectivité d'amorcer la pompe, si je peux dire, parce qu'on est toujours en train de réfléchir à des solutions. Mais si une collectivité locale n'investit pas à un moment donné pour démarrer le système, c'est un système qui démarrera jamais, dont on parlera tout le temps. Donc, cette expérimentation nous a amené aujourd'hui à de bons résultats, puisque aujourd'hui, les marchés, on les a rallongés de 4 ans à 8 ans, puisque ça permet d'avoir meilleur amortissement des véhicules achetés. On s'est aussi entretenu avec les constructeurs pour qu'il y ait des valeurs de reprise au bout de 8 ans qui soient quasi équivalentes à celles du diesel, parce qu'il y a des enjeux économiques forts pour les transporteurs. Et je crois qu'on est en train de gagner notre pari concernant le GNV. Aujourd'hui, on a 50 cars qui sont au biogaz, parce qu'on a aussi mis en place tout un système de méthanisation dont je parlerai peut-être plus tard. On en a 50 sur une grosse centaine, et on a aussi des véhicules, une trentaine, qui tournent au B100, donc qui est l'huile de colza. Voilà les actions de la région concernant le transport scolaire et interurbain qui ont été mises en place. Très bien, mais effectivement, on voit qu'il y a une diversité des solutions qui sont proposées et vraiment des actions très concrètes. Madame Lacroix, le groupe Transdev, tout le monde le connaît, c'est un groupe d'envergure internationale. Comment vous agissez, vous, en Auvergne-Rhône-Alpes, justement, sur ce sujet de la transition énergétique avec le parc roulant que vous opérez ou que vous gérez? Alors, nous, effectivement, tout ce qui touche à la transition écologique est très important pour le groupe Transdev. Alors, avant de parler de la région Rhône-Alpes, parce qu'on bénéficie surtout de beaucoup de retours d'expérience à l'échelle du groupe sur des usages très importants en matière de mobilité électrique, de GNV, de bio-GNV. Et aujourd'hui, par exemple, on a une flotte de plus de 800 véhicules en 2020 de véhicules électriques dans le groupe Transdev. Et dans cette région, en fait, nous, notre vision, c'est que le mix énergétique est la voie pour proposer des solutions à chacun des territoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution standard qu'on déploie chez Transdev, mais on s'adapte à chaque territoire en fonction des écosystèmes locaux, des conditions géographiques, des conditions de l'offre de mobilité. Et en fonction de cela, on crée des offres sur mesure. Donc, concrètement, en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur notre parc de matériel roulant, ce qu'on a proposé, ce sont des expérimentations qu'on propose aux AOM pour ensuite passer au mode opérationnel. Monsieur Vidal parlait de Chamonix. Par exemple, à Chamonix, on a proposé des expérimentations et ensuite nous avons pu passer au GNV sur la flotte du réseau de transport de Chamonix. On a commencé par les expérimentations et ensuite on est en train de déployer un plan de renouvellement des véhicules. On a également fait du bioéthanol sur le réseau des carburants, qui est un réseau qui est anciennement régional et passé dans l'escalade municipale avec le fort gouvernement de la région. Donc voilà, pour les expérimentations. Donc vraiment, oui, c'est ça. Ça reste de l'expérimentation, mais vous faites appel, c'est finalement un panel assez large d'énergie alternative que vous utilisez. Vous considérez donc qu'il n'y a pas une énergie qui va remplacer toutes les autres. Vous regardez un petit peu toutes les offres qui sont disponibles chez les constructeurs, c'est bien ça? Oui, on regarde tout ce qui est disponible. Après, on a effectivement une maturité sur le bio-GNV, tout ce qui est transport routier de cars, qui est certaine. Mais on voit que l'hydrogène est une piste certaine aussi pour les prochaines années. Par exemple, on va mettre en démonstration un bus hydrogène à Cluse, sur la vallée de l'Arve, d'ici la fin du mois, début décembre, pour quelques jours. Voilà, ce sont notre rôle, c'est aussi de présenter des solutions à nos AOM et à elles ensuite de choisir les stratégies
énergétique. Mais nous ne faisons pas que des expérimentations. Hein. Vous avez, on passe vraiment à des modes opérationnels. On est aujourd'hui l'opérateur leader en Europe de l'électromobilité. On utilise tous ces retours d'expérience pour évangéliser, si vous voulez, les différentes collectivités. Rémi Berger, vous pourriez, s'il vous plaît, nous rappeler brièvement les rôles et les missions du CARA? Oui, alors CARA, on a une double casquette. Hein. On est à la fois pôle de compétitivité sur le système de transport de marchandises et de personnes, voilà, qui regroupe qui était basé historiquement sur le camion et le bus, hein, puisqu'il historiquement s'appelait Lyon Urban Truck and Bus. Donc voilà, ça c'est une de nos missions, c'est de favoriser l'innovation dans le système de transport des biens et des personnes. Et on a une deuxième casquette qui est celui d'être cluster automotive. En gros, pour faire simple, tout ce qui roule avec des moteurs et des pneus. Et là, l'objectif, c'est le de développement économique des entreprises de notre écosystème Auvergne-Rhône-Alpes. De ce point de vue-là, on a forcément... D'accord. Et concrètement... Je vous en prie. Non, je vous en prie, terminez. J'allais concrètement, notre rôle, c'est d'accompagner l'écosystème de nos adhérents, hein, qui sont des industriels, des transporteurs, des collectivités territoriales, des centres de recherche, pour innover, pour démontrer ou expérimenter ou réaliser des projets de développement industriel ou de développement économique autour du système de transport, dont forcément l'axe transition énergétique, hein, qui passe par avec les acteurs de l'énergie, pour la région, hein, les pôles et Accéléra par exemple, mais également on regarde tout ce qui peut être autour des rendements globaux des véhicules, hein, que ce soit motorisation ou auxiliaires également, hein, qui sont fortement consommateurs d'énergie, et puis aussi au global sur l'aspect architecture des véhicules, tout ce qui peut être autour de l'allègement ou du rendement global des véhicules, hein, résistance au roulement par les pneus, qui favorise l'optimisation énergétique du système du transport routier, en tout cas. D'accord. Vous auriez un exemple concret pour illustrer un petit peu? Bien sûr. Un exemple typique, hein, c'est le projet Équilibre. Tout à l'heure, M. Vidal parlait d'expérimentation de GNV. Le projet Équilibre, donc, qui a été initié par 4 PME de transporteurs de la vallée de l'Arve, hein, dont Sotradel, Mejvan Frères. Je vais en faire, bien sûr. Voilà, l'objectif était pour eux de faire cette transition vers le GNV, tout en à l'esprit que pour eux, le côté économique était primordial. Et aller vers le GNV posait beaucoup de questions, qui étaient de dire, économiquement, est-ce que ça marche? Et techniquement, est-ce que ça marche aussi? Et donc l'idée, c'était d'équiper une quinzaine de véhicules, du 3,5 tonnes jusqu'aux 44 tonnes, diesel et GNV, pour comparer à l'usage en conditions réelles, donc des véhicules qui étaient opérants de façon normale, sur les routes, d'équiper ces véhicules et de mesurer les émissions en usage réel, et aussi capable de faire une espèce d'abac à la fin, qu'est-ce qui est le plus rentable? Est-ce que c'est le diesel ou est-ce que c'est le GNV? À la fois sur le point de vue économique et sur le côté écologique, en fonction des typologies d'usage. Est-ce que si je fais l'ascension d'un col, c'est plus rentable d'être en diesel ou en GNV? Sur l'autoroute, à vitesse constante, quel est le et de garder aussi en arrière-plan le côté agrément, c'est-à-dire est-ce que le camion, si on passe du diesel au GNV, il remplit encore sa mission dans les mêmes vitesses commerciales, avec les mêmes agréments de conduite pour les chauffeurs, les mêmes niveaux de sécurité et les mêmes niveaux, je dirais, de réponse à la mission du transporteur. Voilà, ça c'était un exemple un peu typique qui était fait en... Oui, qui est tout à fait concret. Madame la députée, Paul Vidal, tout à l'heure, parlait de coût d'exploitation d'un véhicule qui était supérieur de 30%. On parlait de valeur de reprise des véhicules, le coût du carburant, la maintenance, etc. D'après vous, et compte tenu des derniers échanges législatifs sur le projet de loi de finances 2021, quels sont les différents leviers qu'on pourrait espérer ou qui viendraient en aide financière aux transporteurs de marchandises ou de voyageurs? Oui, peut-être en préambule un petit point sur la situation actuelle liée au Covid et qui, pour un certain nombre de transporteurs qui ont vu leur chiffre d'affaires quand même baisser considérablement. C'est vrai que la période n'est pas très propice à l'investissement dans les entreprises.
Donc ça, c'est vrai que ce télescopage de la situation sanitaire et de la nécessité d'avoir une ambition forte sur le renouvellement des véhicules est quand même pas très compatible à l'instant T. Mais en tout cas, dans les échanges législatifs sur le projet de loi de finances de 2021, il y a un certain nombre de leviers fiscaux qui sont censés venir en aide à la filière des transports routiers, puisque, vous l'avez rappelé en préambule, que les transports sont responsables de près de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc important de pouvoir rapidement soutenir cette filière. Donc, on constate dans le projet de loi de finances que 7,8 milliards d'euros ont été prévus pour les transports dans le cadre du budget. Ça marque une augmentation de 250 millions d'euros par rapport à 2020 qui, somme toute, peut paraître assez légère au regard des enjeux que connaît le secteur des transports. Mais le plan de relance est venu ajouter 10 milliards d'euros sur 2 ans en direction de ce transport dans le cadre de la mission plan de relance. Donc, ça peut être un levier, je pense, important. L'un des principaux sujets de débat lors de l'examen budgétaire portait aussi sur les recettes de financement de l'Agence de financement des infrastructures de transport en France, qui est, elle, confrontée à une baisse de ses recettes, accrue évidemment dans le contexte de la crise. Donc, des recettes affectées à cette agence d'investissement dans le domaine des transports seront bien inférieures à celles prévues par la trajectoire des investissements de la LOM. Donc, on a pu compenser dans la loi de finances rectificative 2020 cette diminution. Ensuite, nous avons, chaque groupe parlementaire a déposé évidemment des amendements pour essayer d'accorder un budget supplémentaire, par exemple de 150 millions pour cette agence, pour que les projets en cours ne soient pas menacés, donc en termes de véhicules électriques, de primes à la conversion, etc. Et un débat qui était important aussi sur la taxe à l'essieu, qui a beaucoup fait parler d'elle. Et nous avons d'ailleurs proposé de l'étendre aux poids lourds étrangers, puisqu'il y a quand même une distorsion de concurrence avec les transporteurs européens et les transporteurs français. Donc, il nous paraissait important de pouvoir aussi trouver cette solution. Donc, voilà un petit peu les axes financiers qui sont à disposition dans le cadre de la loi de finances pour aider la filière. Mais aujourd'hui, il me semble que la concordance des deux situations est quand même assez compliquée. Et pour être moi-même petit transporteur encore pour quelques mois, je mesure la difficulté d'équiper un parc automobile d'autocars, notamment en milieu rural où les recettes de transport ne sont quand même pas extrêmement fortes du fait de la peu de densité des populations. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment un soutien fort à la filière pour qu'elle puisse développer ses transports propres, parce que seule, elle n'y parviendra pas. En tout cas, c'est ce que je crois. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Vidal, il y a une particularité. Vous êtes maire de Toussieux depuis 1995. Vous êtes président de la communauté de communes de l'Est lyonnais depuis 2014. Je voudrais savoir comment s'inscrivent les maires dans cette dynamique régionale et comment s'articulent ces politiques publiques en faveur de la transition énergétique. Est-ce qu'on arrive jusqu'à des niveaux locaux à pouvoir mettre en place de telles mesures ? Alors, peut-être juste un complément sur la question d'avant. Moi, je crois au mix énergétique à un moment donné. Il n'y aura pas que du GNV, que de l'électricité, que de l'hydrogène. Ça, parce qu'on ne pourra pas produire suffisant. Et je voudrais remercier les acteurs, que ce soit les constructeurs ou les transporteurs, qui ont vraiment adhéré au programme de la région. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup avancé. Donc, je voudrais souligner quand même l'effort qu'ont fait tous les partenaires autour de la région pour qu'on arrive à une solution que l'on souhaite. Oui, concernant la position du maire, le maire déjà délègue beaucoup de compétences à la communauté de communes, qui elle
n'a pas les compétences de la région. Vous voyez, mais on a quand même des compétences sur la mobilité qui sont intéressantes. Et on s'attache, et c'est là où le rôle de la communauté de communes ou de la commune est plus important que celui de la région, c'est que localement, nous, les plans de mode doux, on sait les mettre en place parce qu'on connaît nos secteurs, on sait où il faut mettre des pistes cyclables, où il faut organiser des parkings relais, où on met des places de parking à vélo avec des recharges pour les vélos électriques. Le covoiturage aussi qu'on met en place, là aussi, en partenariat avec la plateforme Movici qui est par la région. Donc tout ça est très imbriqué et je crois qu'il faut laisser à chaque acteur la compétence à son niveau. Et la communauté de communes et la commune, dès lors qu'on vient pour faire un maillage très fin, en mode doux, mais la mieux adaptée. Très bien. Une dernière question pour vous, Madame Lacroix, avant qu'on termine cette première table ronde. Qu'est-ce qui vous manque pour déployer de manière plus massive une mobilité verte sur les territoires? Concrètement, je rejoins ce qui vient d'être dit par Madame la députée et Monsieur Vidal. Quand il disait que la relance viendra des collectivités, moi on est également dans cette dynamique-là chez Transdev. Nous, chez Transdev, on porte une partie des investissements via des contrats de partenariat public-privé, que ce soit des marchés, des DSP, donc pour la région, mais aussi pour des AOM de type agglomération, métropole. Et quand c'est nous qui portons les investissements, c'est sûr que l'écart de prix entre des solutions innovantes ou en tout cas vertes sont plus coûteuses, tant en CAPEX qu'en OPEX, et le rôle des pouvoirs publics est essentiel pour permettre le basculement vers la transition écologique. Après, on a des outils. Je pense que le plan de relance, le Green Deal européen sont aussi des occasions d'aller chercher des partenariats, de travailler sur des écosystèmes et d'unir les forces pour générer des économies d'échelle. Donc, voilà, il y a des programmes qui existent au niveau régional. Je pense à des programmes type GN volontaire. Rémi Berger en parlait tout à l'heure aussi avec le projet Équilibre. Donc, nous, on croit vraiment chez Transdev qu'aujourd'hui, l'heure est à la mutualisation des usages, à la mutualisation des forces pour permettre de tirer les prix aussi et de massifier des transitions économiques. Donc, il nous manque, pour répondre à votre question précisément, aujourd'hui, il y a des outils qui existent, des outils juridiques, des outils subventionnement, des dispositifs régionaux et nationaux. Après, voilà, maintenant, il faut simplement s'inscrire dans une feuille de route et mettre en œuvre. C'est ça. Et en tant que constructeur, on est aussi là pour vous y aider et prendre notre part de responsabilité sur ces domaines. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur la deuxième partie et qui concerne, alors évidemment là, le plan de relance. Et donc, quelles sont les innovations pour construire la mobilité durable en Auvergne-Rhône-Alpes? Monsieur Vidal, la région est très impliquée en faveur des gaz verts dans la mobilité. Vous avez cité le projet Équilibre, vous aviez parlé du GNV. Il y a l'hydrogène avec la Zero Emission Valley. Comment l'exécutif régional pousse-t-il les innovations en faveur de la décarbonation des transports et une meilleure qualité de l'air pour les années à venir, évidemment, puisqu'on a abordé. Concernant les méthaniseurs, la région de 2018 à 2020 a investi quelques 24 millions d'euros afin de favoriser la mise en place de ces méthaniseurs. Mi-2020, 104 unités étaient déjà en fonction. On en a 63 toujours en développement, et ce qui nous permettra d'atteindre largement l'objectif des 180 en 2023, puisque on voit la trajectoire, il sera largement dépassé. Les autocars GNV, pour une donnée essentielle, si c'est du bio-GNV, on a une réduction de 75% du CO2,
Si c'est du GNV fossile, on a une réduction que de 17%. Donc, il est important de favoriser le bio. La difficulté qu'on a, c'est que souvent, les méthaniseurs sont dans des zones rurales un peu excentrées et qu'on n'a pas le réseau pour réinjecter auprès de GRDF. Donc ça, c'est une difficulté, mais qui se solutionne. Hein, il y a pas mal de formules. Concernant la zéro émission de vallée, donc il y a gène volontaire, hein, GNV et zéro émission de vallée de l'autre côté. On travaille beaucoup sur l'hydrogène. La région Auvergne-Rhône-Alpes est une région en France où il y a le plus d'acteurs économiques, industriels, qui sont spécialistes de l'hydrogène. Donc, on est plutôt bien placé. Et aujourd'hui, on essaie de verdir le parc avec l'hydrogène parce que moi, ma conviction, c'est qu'à terme, l'hydrogène sera quand même l'énergie la plus facile à stocker et à transporter par rapport à l'électricité pure, hein, qui est compliquée à... Et l'avenir est bien dans l'hydrogène. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des stations. On fait la même démarche un peu que nous avons eue il y a quelques années au GNV. On démarre des stations hydrogène pour que les gens puissent s'approvisionner, donc qui sont financées par la région. Dès lors qu'il y a 50 véhicules dans un périmètre relativement court qui sont capables, on installe la station. Et pour aider à ce que les gens transforment leur véhicule ou achètent du véhicule hydrogène, notamment dans les moins de 3,5 tonnes, parce que pour l'instant, au-delà de ça, c'est plus compliqué, la région finance 15 000 € par véhicule aux artisans, aux commerçants qui souhaiteraient passer à l'hydrogène. Donc, ce plan hydrogène est mis en place. Et puis, je ne désespère pas qu'en octobre 2021, on voit le premier autocar, parce qu'il y a des bus à hydrogène, mais il n'y a pas d'autocar. Et on est en train de travailler à avoir un autocar qui ferait sur une ligne expérimentale et qui permettrait de progresser dans ce domaine. Et on travaille en partenariat, bien évidemment, avec la FNPD, les constructeurs, enfin, tous les gens qui sont impliqués là-dedans. Très bien, mais alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça nous fait une transition directement pour Madame Battistel. À l'avenir, qu'est-ce que vous voyez, Madame la députée, comme innovation ou comme filière industrielle qui sont impliquées dans cette transition énergétique et qui pourraient bénéficier du soutien financier de l'État? Par exemple, on prend pour exemple les 7 milliards d'euros qui vont être investis dans le plan hydrogène d'ici 2030. Alors évidemment, ce n'est pas que dans les transports, mais dans les transports lourds de marchandises et de voyageurs, on ne voit pas aujourd'hui de véhicules commercialisés à grande échelle avant 2030. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus des aides dont on pourrait bénéficier? Quelles sont les innovations qui pourraient en bénéficier par rapport à ces nouvelles technologies? Alors tout d'abord, je rejoins l'intervenant précédent finalement sur les filières d'avenir, puisque la première partie de son exposé portait sur la méthanisation, qui rencontre quand même quelques difficultés, et il l'a pointé, notamment en termes de réinjection lorsqu'il n'y a pas de réseau disponible, mais aussi sur la place extrêmement importante qu'on pourrait donner aux agrocarburants et qui reviendrait à faire peut-être une pression un peu trop forte sur le monde agricole et de sa production et utiliser peut-être trop de cultures intermédiaires pour faire face aux besoins qui en dépendraient. Donc je crois qu'il faut un peu raison garder et avoir un panel de développement et un mix finalement qui porterait d'une part sur la méthanisation et sur finalement cette filière d'avenir qui est l'hydrogène, à condition qu'il soit vert, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, on a quand même une grande majorité de l'hydrogène qui se fait par craquage de molécules fossiles, qui n'est absolument pas l'objectif recherché. Donc il faut évidemment que ces 7 milliards dont vous parliez aillent vraiment pour le démarrage et le soutien à cette filière qui est et dans la région où nous sommes, nous savons qu'on a des professionnels et des chercheurs sur ce domaine extrêmement performants. Donc il faut
ça ne sera pas suffisant, hein, cet argent qui est posé aujourd'hui sur la table, mais je pense que ça doit donner vraiment un signe fort de démarrage de la filière et ensuite qu'il faudra soutenir pendant quelques années si on veut qu'elle démarre de manière très efficace et qu'elle se verdisse parce que c'est quand même le plus facile aujourd'hui pour les véhicules lourds, c'est quand même l'hydrogène, à la fois pour les autocars, mais aussi pour le transport par camion. Ensuite, il y a aussi des mesures complémentaires qui peuvent être aussi le développement du ferroviaire, notamment pour la marchandise, qui peine à se développer en France et sur lequel il y a eu aussi un petit abondement dans la loi de finances, mais qui n'est à ce stade pas suffisant. Donc moi, je prends les efforts qui sont faits aujourd'hui pour vraiment une impulsion de départ, mais qui nécessite un soutien et un accompagnement sur plusieurs années de cette filière si on veut que vraiment elle démarre de manière efficace et qu'on n'ait pas des véhicules qui soient hors de prix lorsqu'ils sortent sur le marché parce qu'on n'aura pas suffisamment soutenu la filière. C'est ça. Véhicule hors de prix à l'achat, véhicule hors de prix à l'utilisation, peu de marché. Il y a un pays, il y a la Suisse, qui est en train d'expérimenter avec un constructeur un véhicule hydrogène, et on parle de 50 véhicules à ISO coût d'exploitation avec le diesel, mais ils sont massivement subventionnés. Ça rejoint exactement ce que vous veniez de nous dire. Oui. Merci pour votre intervention. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Mme Battistel? Non, j'étais d'accord avec votre dernière précision. Ah, d'accord. Monsieur Berger, côté industriel, alors, bien sûr, il y a cette industrie sanitaire dont on n'arrive pas à se défaire pour l'instant en tout cas. Quelles sont, selon Chiara, les innovations qui vont permettre dans les années à venir de décarboner les transports? Est-ce qu'il y a des innovations majeures? Vous travaillez, quelle est votre vision sur ce sujet? Sur le sujet des innovations, je rejoins un petit peu ce qui a déjà été dit précédemment sur la notion de mix énergétique, hein, sur le fait qu'aujourd'hui on doit partir dans une vision qu'il n'y aura pas une seule énergie qui permettra de répondre à tous les besoins et que donc on a besoin d'innover dans finalement toutes les énergies. Ce qui est compliqué pour un constructeur, hein, je pense que Kanye, vous êtes bien placé pour le savoir, il est impossible d'investir massivement sur de l'électromobilité batterie, électromobilité hydrogène, sur des carburants de synthèse. Voilà, donc tout ça fait que c'est extrêmement compliqué à accompagner et que il y a un besoin d'accompagnement par les collectivités, par la force publique pour aider à pousser toutes ces innovations de façon commune. Clairement, on voit qu'il y a clairement des axes d'innovation sur l'électromobilité, qu'elle soit électromobilité hydrogène, mais aussi électromobilité, on va dire batterie pour de la plus petite distance, mais aussi peut-être sur les systèmes de route électrifiée, qui sont aussi des systèmes intéressants à regarder. Et dans une vision mix énergétique, on peut considérer aussi que c'est une solution. Il y a ces notions de connectivité, hein, vous l'avez mentionné en introduction, de comment on optimise l'aspect digitalisation, l'aspect data pour optimiser le système et l'organisation de notre système de transport et de façon à l'optimiser de façon globale et non pas véhicule par véhicule, mais le système dans sa globalité. Il y aura la partie autonomisation qui va rentrer, qui va aider également à optimiser ce système. La région Auvergne-Rhône-Alpes est très bien placée, un très bon écosystème justement sur la notion de véhicule automatisé, de véhicule autonome avec Transpolis par exemple, si on citait qu'un exemple. Mais voilà, il y a toute cette dynamique autour de véhicules autonomes, véhicules connectés et véhicules décarbonés qui sont pour moi les trois axes majeurs d'innovation qui permettront d'améliorer l'efficacité énergétique du transport, que ce soit des personnes ou des marchandises d'ailleurs. Madame Lacroix, vous rejoignez cette vision au nom de Transdev. Est-ce que vous voyez des énergies, alors même s'il n'y a pas une énergie, vous l'avez dit tout à l'heure, qui va remplacer toutes les autres, mais est-ce que vous voyez des énergies émergées qui sont plus prometteuses que d'autres? Est-ce qu'on doit aller par exemple vers le tout électrique ou est-ce que ce sera de l'électrique mais aussi l'hydrogène, un mix énergétique? Des choses qui se dégagent dans votre vision? Alors, comme je le disais tout à l'heure, et comme l'ont dit tous les participants, on n'a pas de préférence. Après, il est certain qu'aujourd'hui, il y a une maturité sur tout ce qui est GNV et nous allons vers du bio-GNV de manière massive sur les opérations en interurbain que nous avons parce que c'est une technologie qui est mature
Et aujourd'hui, il n'existe pas de véhicules hydrogène car. Donc, on part sur les années à venir sur du bio-GNV. Donc, on s'oriente aussi vers des projets vertueux avec de la biométhanisation. Mais clairement, on identifie bien que l'hydrogène affiche un bilan carbone qui est meilleur que l'électrique, avec un recyclage qui sera mieux maîtrisé et une empreinte carbone qui sera meilleure que celui des batteries. Ça c'est une évidence, mais c'est un horizon un petit peu plus lointain. Donc tout l'enjeu, c'est de faire baisser ces fameux TCO, tant sur l'achat de véhicules qui est subventionné que sur les coûts de possession. Et ça ne se fera que par la massification des usages. Donc, effectivement, il faudra que nous allions avec les collectivités vers des pilotes hydrogène. Aujourd'hui, nous n'avons pas de car en hydrogène. Donc, les orientations seraient des projets de rétrofit sur des cars hydrogène, par exemple. Et là-dessus, on est très encouragé avec tous les appels à manifestation d'intérêts régionaux où on peut proposer ce genre de projet. Donc voilà, donc nous, on est à l'écoute de toutes les innovations. Évidemment, que quand on est moteur sur les expérimentations et la mise en œuvre de solutions qui permettent la décarbonation de mobilité, tout en gardant une logique économique qui est celle des entreprises. D'accord. Merci. Une dernière question pour vous, Madame Baptistel. En qualité de vice-présidente de la Commission des affaires économiques, est-ce que vous voyez des leviers fiscaux qui permettront, alors toujours ces histoires et ces sujets de support, d'aide, mais des leviers fiscaux qui vont aider à décarboner les transports routiers, alors à la fois marchandises et voyageurs entendus. Dans la question de la transition énergétique et plus largement écologique, en fait, il y a deux écoles. C'est soit l'écologie punitive, soit l'écologie incitative. Donc, on est souvent partagé entre ces deux dispositifs. Pour ma part, je considère qu'on ne réussira pas la transition écologique dans sa globalité si on n'embarque pas avec nous le maximum de personnes. Donc, elle doit évidemment reposer sur un pilier économique, transition, mais aussi sociale et soutenable. Et donc, à l'instar de ce que vous disiez sur la Suisse, je crois qu'il faut trouver des dispositifs innovants pour qu'on ne soit pas simplement sur l'allègement de fiscalité, mais que les aides soient fléchées. Parce que trop souvent, on fait de la défiscalisation un peu générale, mais qui ne permet pas d'atteindre des objectifs parce qu'elles ne sont pas conditionnées. Donc, pour ma part, je considère qu'il faut aider cette filière, qu'il faut l'aider de manière très fléchée, c'est-à-dire qu'il y ait la conditionnalité des aides et qu'elles soient dirigées exclusivement vers le renouvellement des parcs. Et donc, je pense que c'est ce vers quoi il faut s'orienter. Et en tout cas, il n'y a que comme ça que ça permettra d'arriver aux objectifs ambitieux qui nous attendent, puisque aujourd'hui, on n'est même plus devant un potentiel choix, mais devant une obligation de faire. Donc, il faut nécessairement aider les acteurs pour pouvoir y parvenir, parce que les politiques ne sont pas les acteurs de terrain, et eux, ils auront pas c'est pas eux qui vont commander de nouveaux cars propres, etc. Il faut qu'on aide la filière pour qu'elle puisse demain le faire. À ce stade, on n'a pas de dispositif clairement identifié suffisant à mon sens, et je pense qu'il faut véritablement y travailler. Peut-être que la sortie des décrets dont je vous parlais en introduction, qui sont quand même en attente, vont éclaircir cette chose, et nous travaillons aujourd'hui à apporter encore des éléments au gouvernement pour qu'il puisse orienter les décrets de la bonne façon et permettre ce renouvellement de parc de manière la plus large possible, et en tout cas
qu'il y ait une faisabilité pour les entreprises. D'accord. Monsieur Berger, est-ce qu'on peut espérer du Carin un soutien en termes d'ingénierie financière? Alors, sur l'ingénierie financière, oui, nous, on a cette capacité à aller mobiliser des différents soutiens européens, nationaux, régionaux sur des guichets de financement en fonction de la maturité du sujet qu'on va traiter, si on va être sur des sujets d'innovation, des sujets d'expérimentation, des sujets de développement économique ou de développement industriel. Donc ça, c'est un de nos rôles d'être capable d'articuler ces différents financements. Après, il y a des domaines sur lesquels on sera un peu moins pertinent quand il s'agit vraiment de travailler sur de l'OPEX, par exemple, où là, on est moins dans notre cœur métier, mais voilà, en tout cas, on a cette capacité à mobiliser différentes sources, à essayer également de travailler en expertise pour les financeurs, qui soient capables également de mettre en place des choses. On est en conseil notamment dans le cadre de la région sur ce qu'on appelle le Cotec H2, donc le Cotec hydrogène, pour apporter une expertise de l'écosystème de la construction des véhicules et de l'opération des véhicules au niveau des institutions régionales pour les conseiller sur quelle stratégie adopter pour une meilleure vision, ou en tout cas une bonne adéquation entre la vision filière industrielle et la vision régionale pour le déploiement de la filière hydrogène, par exemple. Ça a été fait sur la filière GNV par le passé. Donc voilà un petit peu les choses qu'on peut mettre en place. D'accord. Madame Lacroix, le Green Deal européen indique clairement comme objectif une décarbonation en 2050 des transports, et notamment des transports urbains, et que pour lui, c'est aussi une des priorités pour la relance. Vous y voyez des opportunités dans ce Green Deal européen au niveau de la croissance et de la décarbonation dans vos opérations? Oui, assurément. C'est des vraies opportunités. Le Green Deal, énormément de programmes. En ce moment, on assiste à une effervescence des projets, à des dimensions extraterritoriales. Je pense notamment au cluster montagne, avec des initiatives sur des écosystèmes globaux de mobilité pour ce qui concerne cette région. Pour ce que je vois aussi à l'échelle de Transdev en France et à l'échelle de l'Europe, à minima, il y a également énormément de projets européens qui sont montés, dans lesquels Transdev est partenaire. Voilà, donc non, c'est assurément une opportunité qui devra effectivement s'accompagner d'un véhicule législatif ensuite sur d'autres aides, comme disait Madame la députée. Mais c'est vrai que déjà, cette opportunité-là, il faut la saisir. D'accord. Monsieur Vidal, je voudrais vous réserver la dernière question de cette table ronde avec la mise en place des zones à faible émission, les ZFE. Et il y a évidemment une pression européenne sur la qualité de l'air. On l'a vu, la France va être à risque d'une amende majeure. Et je voudrais savoir comment vos territoires se positionnent par rapport à la métropole pour orienter l'avenir des transports, évidemment, tout en tenant compte des contraintes des transporteurs. Alors, la région vis-à-vis de la métropole, c'est déjà une singularité, puisque la métropole de Lyon étant un département avec une autonomie, c'est une singularité nationale, ça. Et dans le domaine des transports, la métropole de Lyon, au travers du Citral et du nouvel établissement public maintenant, va couvrir tout le département du Rhône. Donc, nous, le problème que nous allons avoir dans la région, c'est comment rentrer dans ces zones à faible émission, puisque si on ne pourra plus, bien évidemment, y rentrer avec des critères 2, je crois, dont sont les Euro 6. Donc aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse, et c'est là où l'enjeu des motricités, soit hybrides, soit électriques, soit GNV et hydrogène à l'avenir, pour nous est très important, parce que sinon on ne pourra plus desservir la métropole comme on le faisait par le passé. Donc on travaille à beaucoup de choses. Je voudrais citer cette fameuse navette autonome dans la Drôme qui est en milieu rural. Ça, c'est une première expérience, puisque au milieu urbain, il est plus simple à une navette autonome de se reconnaître sur un parcours, parce qu'il y a des bâtiments qui sont à des positions fixes, des carrefours, des choses qui ne bougent pas, alors qu'en milieu rural, dès qu'il y a du vent, les arbres bougent et la navette. Alors, c'est une très belle expérience, parce que celle-là, elle permettrait de pallier à plusieurs choses. Déjà,
la particularité de l'énergie propre, et puis aussi au déficit de chauffeurs que rencontrent tous nos transporteurs de voyageurs. Parce que, et là je pourrais interpeller Madame la députée sur le sujet pour lui dire que 23 ans pour pouvoir passer le permis de transport en commun, les transporteurs trouvent peu de jeunesse pour venir travailler. Ils ont déjà un métier. Il faudrait peut-être se pencher à une réflexion pour qu'on puisse, peut-être avec un permis progressif, mais leur permettre de démarrer à 18 ans dans cette filière qui souffre beaucoup. C'était une aparté qui n'a rien à voir avec le sujet, mais je peux vous répondre si vous permettez, puisque j'en ai fait la demande il y a quelques mois au ministre pour qu'effectivement on puisse aller vers ce permis progressif. Donc je suis tout à fait en accord avec ce que vous dites. Ah ben, je vous remercie, parce que c'est vrai que c'est un grand souci pour nous qui avons à transporter tous les jours 240 000 élèves de l'interurbain, et c'est un vrai problème. Voilà, donc on est dans l'innovation, mais je ne sais pas demain comment on va pouvoir rentrer si c'est comme indiqué, ça devrait être en 2021, l'accès dans ces fameuses ZEF. Comment on va y rentrer? Et c'est un peu le casse-tête pour l'instant. Je n'ai pas la solution, mais on tient droit. D'accord. On a, en tant que constructeur, on a des solutions à proposer, bien évidemment. Et c'est quelque chose, c'est un sujet qui est un vrai sujet. Si je peux me permettre, oui, monsieur le rétrofit a été évoqué par, je ne me souviens plus, excusez-moi, mais un des participants, c'est un sujet très intéressant parce qu'il crée de l'économie locale. Le rétrofit, ça peut être quelque chose de... Moi, j'ai un souci majeur en tant qu'autorité de transport et notamment de scolaire. C'est dès lors qu'on va transformer un ancien Euro 5, soit en GNV, soit en hydrogène, enfin, on va le mettre en place. Quelle garantie aurons-nous que les véhicules en vieillissant auront toutes les normes de sécurité qu'ils ont sur une durée de vie normale, puisque là, on est capable de doubler la durée de vie. Et ça, c'est ma seule appréhension sur le sujet. Il faudra qu'on se penche aussi là-dessus. Madame Lacroix, vous aviez peut-être une réponse, non? Moi, je partage les questionnements de M. Vidal. En fait, on est vraiment dans des projets innovants. Donc, on a bien cette roadmap en tête, d'avoir des véhicules qui soient qui répondent à toutes les conditions de sécurité, de durabilité. Après, est-ce qu'on convertit des Euro 5 ou des Euro 6? Peut-être déjà, ça c'est un axe pour sécuriser certains aspects, mais oui, on est vraiment dans toutes ces prises en compte dans ces projets. Mais comme le disait M. Vidal, l'idée c'est bien de pouvoir faire travailler l'économie locale quand on fait sur des périodes qui sont transitoires. Hein. On est bien d'accord que ce ne sont pas des solutions qui ont vocation à s'inscrire dans la durée, mais on est vraiment là pour occuper, pour pallier une situation sur une période donnée. Merci pour vos apports individuels. J'avais deux questions. Où en est le projet Équilibre 2? Qui veut répondre, Monsieur Vidal? Vous ne savez pas où Je passe mon tour. Vous passez votre tour. D'accord. Les discussions sont encore en cours. On a les contours sont pas définis. L'année a été aussi non propice à son développement. Mais en tout cas, je sais que ma collègue sur l'ex-démontré travaille sur le sujet activement. Voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais on est concrètement aujourd'hui. Une deuxième question concernant le coût du kilo d'hydrogène. Est-ce qu'on a une idée? C'est quoi? C'est 20 €, 10 €? C'est un prospectif sur 10 ans, sur les projets qui sont déposés, c'est 9 €. Ouais, pour compléter, aujourd'hui, on est entre 9 et 12 € sur du hydrogène vert, qui est le seul finalement qui est intéressant. Alors, justement, oui, c'est ça. On a bien si on parle d'hydrogène vert.
Et d'un point de vue filière, beaucoup s'accordent pour dire qu'un prix cible est de 7 euros le kilo, pour que ce soit économiquement tenable. Écoutez, je voudrais vous remercier. Auparavant, je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table pour savoir quel message vous souhaiteriez transmettre aux acteurs du transport routier, à la fois de marchandises et de voyageurs, pour qu'ils puissent réussir leur engagement dans la transition énergétique. Madame la députée, est-ce que vous voulez commencer ? Écoutez, je pense que en termes de messages, j'en ai fait passer quelques-uns pendant mes différentes interventions. Et moi, je pense, et je le redis, qu'il faut véritablement qu'on accompagne la filière dans sa globalité, puisqu'on a à la fois des grosses entreprises et des petites entreprises qui maillent le territoire français en matière de transport, et notamment de transport scolaire. Et on sait que des petites entreprises avec une dizaine de véhicules auront quand même beaucoup de mal à s'équiper en véhicules propres si on ne leur vient pas en soutien. Alors, j'ai bien entendu que la région, et je le sais, soutient les entreprises sur les acquisitions, mais plus largement, l'État doit y contribuer. Et pour qu'on ait une réussite générale, on ne peut pas laisser les entreprises seules face à ce défi. D'accord. Merci. Madame Lacroix. Oui, moi je voudrais juste rebondir sur les propos de Madame la députée vis-à-vis des plus petites entreprises. Je pense qu'aussi le rôle des grandes entreprises comme le groupe Transdev, c'est de jouer aussi ce rôle d'assembleur et de partenaire dans les territoires de ces plus petites PME, dans cette logique de les accompagner aussi, parce qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché. L'idée, c'est aussi de pouvoir, d'une certaine mesure, apporter notre expertise également au plus près des territoires, et y compris auprès de PME. Donc, je pense que l'heure, elle est vraiment à la coordination et à la mutualisation des énergies dans un contexte qui est contraint, avec une crise économique et des perspectives pour la mobilité qui peuvent être menaçantes. Donc, l'idée, c'est vraiment, je pense, d'unir les compétences, les expertises et les forces pour construire cette mobilité décarbonée sur chacun de nos territoires. C'est vraiment l'ambition. Et je pense que tout le monde est d'accord pour s'unir sur ce projet qui est quand même qui fédère, en fait. C'est vraiment un projet qui fédère tout le monde. Merci. Monsieur Guidel, un dernier mot. Alors, moi, j'ai une solution innovante pour les petites entreprises, mais qui ne correspond pas à ce que souhaitent les transporteurs. C'est de dire, si des petites entreprises qui ont une dizaine de véhicules ont des difficultés, la région peut acheter le véhicule pour son compte et faire une forme de marché un peu différente, sans amortissement de véhicule. Donc ça, c'est... Alors, j'ai proposé ça, bien évidemment, à la FNTV. J'ai été plutôt accueilli froidement parce que je conçois que chaque transporteur souhaite acheter ses véhicules, en être propriétaire ou pas. Mais pour les tout petits, je redonne toujours cette information, on est capable de le faire. Après, le message, c'est encore une fois, remercier tous les acteurs qui sont autour de ça, parce que Madame Lacroix le soulignait, tout le monde est fédéré autour du sujet, et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir avancer correctement. La région Auvergne-Rhône-Alpes va rester toujours auprès de tous ces acteurs-là. Personnellement, moi, je suis à la disposition de toutes celles et ceux qui veulent me contacter ou m'interpeller sur tel ou tel projet pour qu'on le regarde ensemble. Merci pour ce message qui sera bien reçu, j'en doute pas. Monsieur Berger, un dernier mot. Nous, on soutient bien sûr toutes les initiatives qu'il peut y avoir sur cette transition énergétique. Ne pas oublier également, comme le disait tout à l'heure, je pense que c'est Madame Battistel, il faut à la fois du bâton et de la carotte pour faire avancer cette transition énergétique. Et il faut faire en sorte que les acteurs qui s'engagent dans cette transition, transporteurs, puissent trouver un écho favorable tant qu'on gardera l'unique indicateur économique comme choix dans les marchés, par exemple. On sait que les gens qui vont vers la transition énergétique avec des véhicules propres, entre guillemets, vont être un peu défavorisés. Donc c'est aussi un sujet peut-être à regarder, comment on favorise
Ces émergences, hein, on sait que voilà, on a des cas sur la zone de Saint-Quentin-Falavier de transporteurs qui sont passés au GNV et qui sont refoulés des marchés pour quelques centimes au kilomètre par rapport au transport classique. Donc comment on fait pour accompagner ces gens-là qui ont fait le choix d'y aller mais qui finalement n'ont pas la réception des marchés pour des simples critères uniquement basés sur le coût? Merci beaucoup. Et je voudrais vous remercier, Madame Battistel, Madame Lacroix, Monsieur Vidal et Monsieur Berger. On a bien compris qu'il n'y aura pas une énergie à l'avenir qui se substituera à toutes les autres, que l'avenir ne pourra se faire que par accompagnement et coordination, et que quand on parle d'énergie, c'est bien d'énergie verte dont il s'agit, que ce soit, et je pensais notamment à l'hydrogène, je pense aussi de la façon dont on produit l'électricité. Mais ce qu'il faut savoir, et on l'a dit aussi, il y a déjà des solutions qui existent pour décarboner à 60, 75, 90% même, dès aujourd'hui, sans attendre. Et c'est ce que je vous propose de voir avec Abdelmeni, qui est chef produit énergie alternative, pour regarder un petit peu les solutions que nous pouvons proposer. Merci en tout cas pour votre intervention, et désolé pour les petits désagréments de début de forum. Alors, bonjour à tous, à toutes et à tous, pardon. Donc, effectivement, mon confrère, donc, Louison et moi-même allons procéder à un développement de toutes les solutions alternatives que nous avons chez Scania. Et il faut bien savoir qu'on en a pas mal. Alors, je vais laisser Louison donc, intervenir pour le gaz naturel et je reprendrai la main par la suite pour d'autres solutions. Merci Abdé. Donc pour commencer, on va vous présenter le gaz naturel comprimé, déjà bien abordé en première partie. C'est un gaz naturel compressé. Il peut être issu de deux manières, soit de manière fossile, soit par méthanisation, on appelle à ce moment-là le biogaz. Le issu de fossile, c'est une réduction de moins 15% de CO2 comparé au diesel standard. Et pour le biogaz, c'est une réduction de moins 90%. Les configurations de moteurs qui sont disponibles avec cette énergie sont pour le camion en 9 litres, le 280 chevaux et le 340 chevaux. Et pour le 13 litres, le 410 chevaux. Pour les carrébus, les moteurs disponibles sont que du 9 litres en 280 chevaux et 320 chevaux. Ensuite, pour les configurations d'essieux, les configurations camion en tracteur, il y a le 4.2 qui est disponible. Et pour le porteur, il y a le 4.2, le 6.2, le 6.2 étoile 4, le 6.4, le 8.4 étoile 4 et le 8.2 étoile 6. Pour les configurations carrébus, l'urbain, l'interurbain et les longues distances sont disponibles en GNC. Sur cette slide, on peut voir quelques exemples de camions et de carrébus qui ont été faits avec cette énergie. Donc, en haut à gauche, c'est un fourgon, au centre, un malaxeur, et à droite, un camion benne à ordures ménagères. En partie basse, on peut voir un autobus standard pour Grenoble, et à droite, un articulé pour Colmar. Je laisse Abdé présenter le GNL. Alors, effectivement, le gaz naturel liquéfié, donc qu'on appelle le GNL. Donc, c'est le même gaz que le GNC, hein, sauf qu'il est transformé. Donc, à l'état liquide. Donc, pour pouvoir le transformer à l'état liquide, il faut le maintenir entre moins 130 et moins 160 degrés. Donc, c'est un gaz qui provient des usines cryogéniques. Hein, donc, voilà. Au niveau des motorisations gaz GNL, donc en camion, nous avons deux motorisations de 9 litres, donc 280 chevaux et 340 chevaux, donc en 5 cylindres, et un moteur 6 cylindres, 13 litres à 410 chevaux. Donc pour le gaz, il faut bien savoir que le GNL, il est transformé. Pourquoi? C'est pour avoir de l'autonomie, donc pour avoir plus de gaz dans les réservoirs. Donc quand on le transforme à l'état liquide, il occupe 600 fois moins de son volume normal et 60% de moins que le comprimé. Donc c'est pour ça que ce gaz, c'est vraiment un gaz pour des solutions de transport longue distance. Donc en spécification GNL, donc toutes les configurations de camions sont donc en tracteur, bon, un de plus que le GNC, hein, donc le 6.2,
en porteur 4.2, 6.2 et 6.2 étoile 4. Donc là, les exemples d'applications, deux porteurs, hein, donc un frigorifique et un fourgon simple, et en tracteur. Donc en caribus, pardon, c'est plus pour la longue distance. Voilà, slide suivante. Alors, on va passer au bioéthanol. Donc, qu'est-ce que le bioéthanol? Donc, c'est une solution aussi bio. Hein, donc, deux façons en France de faire de l'éthanol. Donc, le premier fournisseur de bioéthanol qui est Tereos, qui arrive à faire de l'éthanol avec de la mélasse de betterave. Et le deuxième qui s'appelle Resinor, qui arrive à faire ça avec du marc de raisin. Pardon. Donc, le bioéthanol, nous qu'on appelle l'ED95, surtout à ne pas confondre avec le 85. Donc, 95, c'est 95% d'éthanol et 5% de dénaturant. Donc, le 85 hein, qu'on retrouve dans nos stations, c'est 85% d'éthanol et 15% d'essence. Donc, il n'est pas du tout compatible avec nos moteurs. Donc là, notre moteur bioéthanol ED95, hein, on en a un seul, le 410 chevaux, 13 litres, 6 cylindres. Et là, comme vous pouvez vous apercevoir, c'est qu'à 2150 Nm, on ne perd vraiment pas de couple par rapport au véhicule diesel. Autre avantage du bioéthanol, hein, il est critérien. Donc vraiment, c'est très propre parce qu'on arrive à réduire notre CO2 de 90%. Donc c'est vraiment une solution qui existe pour le camion. Tout à l'heure, on parlait beaucoup du gaz. Donc le gaz, c'est une solution, mais l'éthanol en est une deuxième. Les spécifications de l'ED95. Donc en tracteur, bon, le gros avantage de l'éthanol, c'est qu'on peut faire pratiquement toutes les spécifications. Donc toute configuration de camion est possible avec l'éthanol. Donc le seul inconvénient de l'éthanol, hein, c'est vraiment vous n'avez pas de distribution en station. Donc l'exemple d'application, là, donc j'aurais pu vous en mettre beaucoup plus d'autres, mais là on peut pratiquement tout faire. Donc là vous avez un G410 8.4 Biben, excusez-moi. Il y a même un malaxeur et des tracteurs. Donc aucun problème. On peut tout faire. Donc, je vais laisser mon collègue parler du biodiesel, le B100. Donc, ce qu'on peut dire tout d'abord pour le B100, c'est que dans notre large gamme de solutions alternatives, nous avons également la plus large proposition de moteurs compatibles B100. Tous nos moteurs sont compatibles avec cette énergie. Il permet une réduction de CO2 de moins 60% et d'avoir la vignette critère 2 tant que la réversibilité moteur diesel n'est pas possible. Si je parcours les moteurs, donc pour le camion en 7 litres, nous avons le 250 et le 280 chevaux. Pour le 9 litres, nous avons le 320 et le 360 chevaux. Pour le 13 litres, nous avons 410 et 450 chevaux. Et nous avons même le 16 litres, 590 chevaux. Donc on peut rouler en V8 au vert. Pour les caribus, on a en 9 litres le 320 et le 360 chevaux. Et en 13 litres, le 410 et 450 chevaux. Pour les configurations, ici, c'est simple. Toutes les configurations sont possibles B100. Quelques applications. On peut voir en haut à droite notre V8 roulant au B100 et un véhicule livré à Rouen dernièrement pour le bus. Je vais laisser la parole à Abdelmani pour présenter le HVO. Alors, XTL HVO, donc c'est un carburant, c'est un diesel de synthèse. Plusieurs solutions pour faire ce diesel de synthèse, hein, des graisses animales, graisses végétales, des huiles, beaucoup d'huile. Donc là, le gros avantage de ce XTL, qu'on appelle aussi HVO, c'est que, alors, slide suivante, voilà, c'est que toutes nos configurations camions comme le caribus, on peut rouler avec du XTL HVO. Mais par contre, il faut vraiment être sûr de la provenance de ce XTL HVO parce qu'on peut avoir des provenances comme des huiles de palme. Et là, les moins 90% de réduction de CO2, nous ne les avons plus du tout. Alors, ce carburant bénéficie donc de la vignette critère 2. Hein, pourquoi? Alors, le même problème que le B100. Donc, toujours pas de solution d'irréversibilité. Donc, tant qu'on peut rouler aussi au diesel avec ce véhicule-là, on restera en critère 2. Alors, quelques exemples d'applications. Donc là, comme tout à l'heure, hein, je vous mets des exemples, mais j'aurais pu mettre tous les caribus parce que
on peut rouler avec l'XTL sans modification sur les camions diesel existants. Donc, on va passer à l'électrique. L'électrique, donc le 16 septembre, hein, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons lancé donc la gamme électrique et nous vous proposons 2 modèles. Un porteur hybride rechargeable, donc PHEV, donc avec un plug-in, et un porteur 100% électrique avec batterie BEV, qu'on appelle. J'en profite aussi là pour vous parler du partenariat entre Scania NG et sa filiale FBox. Donc Scania NG et sa filiale FBox Group unissent leurs forces pour ouvrir aux transporteurs une solution d'e-mobilité personnalisée et complète. Donc tout ça pour offrir aux utilisateurs, transporteurs, une solution d'e-mobilité personnalisée et complète qui comprendra donc bien sûr la recharge hein, avant tout, l'alimentation surtout avec NG, tout le matériel, les logiciels, l'installation, la maintenance et bien d'autres services. Vraiment une offre complète. Alors, donc pour les camions, on va commencer par le PHEV, donc le plug-in, l'hybride plug-in, pardon. Il est équipé de moteurs 9 litres, donc 2 moteurs, hein, 2 solutions, donc un 280 et un 360 chevaux, associés à un moteur électrique de 130 kW et de 3 batteries de 30 kWh chacune. Donc avec ceci, on va pouvoir avoir une autonomie jusqu'à 60 km/h. Donc ça, c'est vraiment une solution pour la transition vers le 100% électrique. Donc vraiment intéressante parce qu'on peut arriver dans les villes, si nous n'avons pas de contraintes, arriver en diesel, biodiesel, voire XTL avec certaines motorisations. Et dès qu'on arrive dans les zones, les ZFE, passer en tout électrique. Alors, la deuxième solution, donc le BEV, hein, le 100% électrique hein, pour le BEV, il est équipé donc, de packs de 5 ou voire de 9 batteries, avec une capacité de 165 pour les 5 batteries et 300 kWh pour le 9 batteries. Un moteur de 230 kW en plus. Donc là, avec le moteur 100% électrique, on pourra avoir une autonomie de 130 pour le pack 5 batteries et de 250 km pour le pack 9 batteries. Donc au niveau du carré-bus, donc la même chose, hein, donc batterie jusqu'à 320 kW et une autonomie donc entre 60 et 280 km. Donc là, la réduction de CO2 est très intéressante parce qu'elle est pratiquement nulle. Donc, les spécifications de l'hybride, hein, donc là en porteur, hein, comme je disais tout à l'heure, simplement porteur, donc 4.2, 6.2 ou 6.2 étoile 4. Donc, en configuration car et bus, donc urbain, interurbain, donc toutes les configurations sont possibles en PHEV, en BEV. Pardon. Alors, exemple d'application, donc là, encore une fois, que des porteurs hein, pour l'instant. Et pour les carré-bus, donc un bus urbain à Rouen et un autre, le type de bus qu'on peut avoir aussi en longue distance, donc l'Interlink que nous vous présentons là. Voilà. Donc l'hydrogène, donc bon, tout à l'heure vous parliez d'hydrogène, hein, on va quand même en parler aussi. Il faut savoir que Scania, comme disait Gilles, nous sommes les leaders sur les solutions alternatives au niveau du transport. Donc, il fallait bien aussi qu'on travaille sur l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, hein, nous avons commencé avec notre client et partenaire des essais sur 3 porteurs Scania, donc en Norvège, notre client qui s'appelle ASCO. Donc, on lui a livré 3 porteurs Scania à pile à combustible. Donc, l'hydrogène est produit là-bas donc, pour ces essais-là, localement, à l'aide de cellules solaires et converti en énergie électrique, à l'aide des piles à combustible donc, à bord des véhicules. Donc, les camions livrés sont des 3 essieux, donc 6.2 étoile 4, avec un poids total de 27 tonnes, dans lesquels le moteur à combustion dans la chaîne cinématique est remplacé par un moteur électrique. Donc, le reste de la chaîne cinématique est composé des mêmes éléments standards que celles des camions existants, hein, donc les bus et les hybrides. Donc, c'est vraiment un partenariat, c'est des essais. Maintenant, vous dire qu'on aura une solution hydrogène demain, je ne ferai que de mentir. On y travaille, espérons que ça arrive assez vite. Donc, pour ces moteurs, pour ce camion donc, qui est chez notre client, donc comme je vous disais, un moteur électrique 290 watts, batterie lithium 56 kWh,
pile à combustible, donc le modèle c'est le PFC 90 kW, pardon. Là-dessus, on a un réservoir avec une contenance de 300 kg à 350 bars. Donc, et nous pouvons avoir une autonomie jusqu'à 500 km. Donc, c'est un camion qui est emmené à être encore développé. Donc, on attend les résultats. Quand pourrons-nous espérer voir les premiers véhicules Scania B100 exclusifs sur le marché, c'est-à-dire des véhicules qui marchent exclusivement au B100? Autrement dit, est-ce on doit spécifier le véhicule à l'achat exclusivement en B100? Est-ce qu'on peut convertir un véhicule existant qui est diesel au B100? Est-ce qu'une fois qu'on a acheté un véhicule B100, on peut le repasser en B7, en diesel ordinaire? Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, au niveau du B100, donc, toutes les solutions sont possibles. Vous pouvez commander donc, le véhicule alors, en B100, exclusivement en B100. Alors, quand je dis exclusivement, on pourra rouler aussi en diesel avec. Mais il sera préparé B100. Donc, là, toute la filtration sera changée pour accepter donc, le produit B100. Maintenant, si vous avez déjà des camions existants en diesel, vous pouvez rétrofiter ces camions-là, donc aucun problème. Donc, je vous demanderai de vous rapprocher de nous pour savoir quelle motorisation est homologuée, donc pour pouvoir faire ce rétrofit. Donc, nous avons des partenaires qui pourront même vous aider à cette modification. Donc, tout est possible. Donc, le réseau Scania, donc on est présent partout en France avec 103 établissements. Donc des privés comme des succursales. Le plus important, donc, c'est qu'il est formé aux solutions alternatives et surtout dans des bâtiments adaptés à ces solutions alternatives, parce que nous sommes obligés d'avoir des bâtiments adaptés donc aux véhicules gaz comme aux véhicules éthanol. Donc, et bien sûr aussi les magasins avec une très grande disponibilité de pièces de rechange. Donc la formation, donc une offre complète de formation. Donc, nous avons restructuré ces offres de formation aux différentes conduites de véhicules afin d'y associer les activités liées à la connectivité. Donc, très important. Elle intègre aussi des formations à la conduite économique qui fait réduire sa consommation jusqu'à 10%. Donc, toujours intéressant. Et toute une série d'autres prestations, de l'apprentissage au perfectionnement, donc de la conduite, même les véhicules spéciaux. Donc, la formation intègre aussi est dédiée donc, aux conducteurs d'autobus et d'autocars, donc très important aussi. Donc, véhicules électriques, véhicules hybrides et total. Donc, en 2019, nous avons dispensé 6000 jours de formation avec une équipe de 51 formateurs. Donc, voilà, au niveau de la formation. Le Scania Zone. Donc, Scania Zone, c'est une option qui est disponible chez nous, donc chez Scania. Donc, c'est une option que nous proposons qui va permettre de paramétrer son véhicule à distance. Donc, elle permet de donc, limiter déjà la vitesse et dans certaines zones ainsi que le bruit et même les émissions en passant en 100% électrique. Donc, le véhicule, automatiquement, vous le paramétrez sur telle zone, telle rue, je le veux qu'il passe automatiquement en 100% électrique. Donc là, on va limiter tout ça, tout ce qui est bruit et tout ce qui est émission. Donc, bien entendu, le conducteur a toujours le contrôle total du véhicule et peut ajuster le réglage donc, en fonction de la situation. Voilà au niveau du Scania Zone. Merci Abdé. Madame Michaud, on cherche la réponse à votre question concernant la charge utile restante avec les 9 batteries. Je voulais vous signaler aussi la présence de Louison Gaffolo, qui est ingénieur des ventes Carébus. Si vous avez des questions particulières, notamment sur ces véhicules de transport en commun, Louison est à votre disposition pour y répondre. Les minutes de ce forum, vous pourrez les retrouver sur le site www.scania.fr/FTE, sur les réseaux sociaux, bien entendu, et chez votre distributeur Scania, que je souhaitais remercier, que je n'ai pas eu l'occasion de faire au début de ce forum. Je parlais de Scania Rhône-Alpes à la Chaponnay, qui représente aussi les sites de Lyon, de Valence, de Grenoble et de Chambéry, et qui est représenté par Michael Berthelot, que je remercie une nouvelle fois. Vous pourrez retrouver bien sûr sur ce site internet la synthèse qui sera faite à l'issue de l'ensemble des forums ainsi que le replay. Je vous souhaite une
Très bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir participé et vous encourage à rester protégés. Merci, à très bientôt.